Alors, on accueille les participants au webinaire. On va laisser les petites minutes nécessaires pour que tout le monde se connecte. Et puis ensuite, on va se présenter. Alors, Nathalie Massin et puis moi, Virginie Rio. Mais euh, voilà. On laisse une minute, Nathalie. Oui, 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 c'est même 5 minutes de courtoisie, Ah comme c'est voilà, c'est convenu. ça. Hop. Bon, on espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés pour pouvoir à la fois écouter et regarder la présentation que Nathalie Massin va vous faire, et puis donc poser des questions si vous en avez. Alors le système pour poser les questions, c'est attendez que je il y a voilà l'espace questions-réponses avec des petits dialogues ou le chat. Donc voilà, vous avez les deux possibilités. Vous pouvez les noter à l'écrit et puis on les prendra à la fin de l'intervention de Nathalie. Oui, l'objectif, c'est vraiment pouvoir répondre à vos questions en toute simplicité. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et surtout aussi faire le retour, parce que c'est vrai qu'en tant que médecin, parfois on utilise des gros mots. Donc certaines patientes ont l'habitude de nos gros mots et puis d'autres, c'est moins évident. Donc il ne faut pas hésiter à nous refaire préciser. Donc, effectivement, j'ai préparé une petite présentation, mais voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir répondre à vos questions, d'échanger effectivement sur la problématique du test des trompes en Voilà. particulier. Alors juste s'il y a des patientes qui nous ont rejoints, parce que je crois qu'il y a des patientes et des professionnels, par contre, Nathalie Massin ne répond pas à des questions sur votre dossier médical particulier, donc il faut poser des questions un peu générales. Voilà. Alors, il est 18h05. Allez, On y va? alors c'est moi qui vais partager ma présentation. Alors nous, enfin au niveau de l'association, on a décidé de faire cette présentation de cette étape un peu importante à la fois dans le parcours d'AMP et dans les bilans, de pouvoir évaluer la cavité utérine, la perméabilité des trompes. Et donc, on a pu mettre en place aussi ce webinaire avec le soutien du laboratoire Good Life Pharma. On remercie. Et puis, Nathalie, je te laisse lancer ta présentation. Super. Juste pour quand j'ai un retour, Virginie, là, je suis bien en mode présentateur ou je suis en mode... Oui. C'est bon, d'accord, ok. Oui, alors on voit la diapo suivante. D'accord, alors Tu vois, donc on du voit coup, la il faut que diapo, je... on la voit pas en Voilà, plein écran. voilà, là c'est Voilà. bon. Oui, là c'est Voilà, bon. ok, c'est ça, c'était le mode présentateur, voilà. Donc, bah, moi, je voudrais remercier Virginie qui a proposé effectivement qu'on fasse ce webinaire pour pouvoir répondre à vos questions concernant le test des trompes, mais on peut parler aussi plus généralement du bilan d'infertilité. Et bien sûr, bah, le laboratoire Good Life Pharma qui sponsorise cette petite soirée. Voilà. Alors, donc, j'ai découpé ma présentation en plusieurs parties et la première chose qui me paraissait importante, c'est d'abord de nous présenter avec Virginie. Donc, moi, je suis médecin de la reproduction. Ça fait plus de 25 ans que... Alors, je suis endocrinologue de formation, Hmm. mais ça fait plus de 25 ans que je fais que de la médecine de la reproduction et de la gynécologie médicale. Et depuis peu, je suis installée à l'hôpital américain de Paris au préalable. J'étais à l'hôpital intercommunal de Créteil, ce qui explique les autres petits postes que vous voyez là, parce que je suis donc la co-directrice d'un diplôme universitaire pour former les médecins et les sages-femmes à l'échographie spécifiquement fertilité, parce que c'est vraiment une orientation particulière, et à l'endométriose, qui touche quand même un bon nombre de femmes. Je suis également la présidente de l'association Fertilité Check-up, qui est une association qu'on a créée à Créteil, mais on est en train de monter un réseau national, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure,
pour proposer des bilans de fertilité. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir une infertilité constatée, c'est vraiment une femme qui veut faire un point sur sa fertilité. Et puis également pour les professionnels, on a une école de formation qui est plus pratique que celle du DU, qui s'appelle l'école O3F, où les patients, pardon, les praticiens, sages-femmes, gynécologues, radiologues, peuvent venir apprendre à faire en particulier l'IFOSI dont je vais vous parler ce soir. Et alors moi, donc, je suis Virginie Rio, je suis la cofondatrice de l'association Collectif BAMP, donc, qui est une association nationale qui regroupe des personnes infertiles ou des personnes stériles et en tout cas des personnes qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation. Donc l'association a été créée en 2013 et on propose, on a quatre grands objectifs, donc qui sont de témoigner, d'informer et d'agir sur tous les sujets relatifs à l'infertilité, la fertilité, le don de gamètes, la santé environnementale et son impact sur la fertilité. Et puis, tout ce qui concerne l'accompagnement et le soutien des personnes qui sont en parcours d'AMP, donc qu'elles soient au début du parcours, au milieu du parcours ou sorties du parcours avec ou sans enfants. Donc, on a des bénévoles qui sont répartis dans différentes villes de France, aussi là récemment en Martinique et en Guyane, et puis une bénévole qui est à Bruxelles. Et les objectifs de l'association sont aussi de pouvoir informer les patients, travailler avec les médecins pour améliorer la qualité de la prise en charge, travailler avec les institutions publiques pour faire évoluer les droits, pour qu'on on gagne tous dans une meilleure qualité de prise en charge avec l'utilisation justement d'outils innovants. Alors, voilà, Nathalie, tu vas nous expliquer à quel niveau c'est innovant l'IFOSI. Et c'est important que les patientes soient informées parce qu'en fait, nous, voilà, on constate qu'on progresse ensemble. C'est-à-dire que les patientes, des fois, peuvent parler de certaines nouveautés à leur gynécologue de ville, par exemple, et le gynécologue de ville va s'intéresser, et voilà, on avance ensemble. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que je suis persuadée qu'il y a certains progrès en fait qui viennent vraiment des associations de patients et des demandes des patients. Alors, merci Virginie pour cette présentation. Donc, on va commencer par répondre à la question quand et pourquoi on fait un bilan des trompes. Donc, le bilan des trompes, on va le faire dans le cadre d'un bilan d'infertilité. Et il faut garder en tête que pour avoir une fertilité qui fonctionne bien, il y a trois points clés en fait. Et donc, il y a un premier point clé qui est celui de l'ovulation. En règle générale, on va évaluer l'ovulation essentiellement avec des questions par rapport à la régularité des cycles. Éventuellement, on va faire un bilan hormonal et donc effectivement, il n'y a pas de conception s'il n'y a pas un ovocyte qui est produit par la femme. Évidemment, la qualité du sperme. Il ne faut pas oublier que le bilan de fertilité, eh ben, ça comprend le monsieur. Hein, on ne fera pas un bébé suédois sans avoir une bonne qualité de sperme. Et le troisième élément, c'est donc ce qu'on peut appeler globalement les voies génitales de la femme. Alors, est-ce que vous voyez ma souris? Tu vois ma souris Oui, je la vois, oui. Oui, Parfait, oui. super. Voilà. Donc un petit rappel peut-être pour certaines d'entre vous qui sont moins au fait de l'anatomie féminine. Donc là c'est pas représenté, mais donc il y a la vulve, l'extérieur. Et puis ici ce qui est représenté un peu comme ça crénelé, eh bien c'est le vagin. Et au fond du vagin, il y a ce qu'on appelle le col de l'utérus qui bombe dans le fond du vagin. C'est ce qu'on peut sentir parfois si on met les doigts, quand on met un tampon hygiénique par exemple, on va sentir une boule dure au fond du vagin. C'est tout à fait normal. C'est le col de l'utérus qui bombe au fond du vagin. Et donc l'utérus en soi, c'est toute cette partie là, globale, qui comprend donc le col de l'utérus, c'est ce qui va se refermer et qui va tenir la grossesse pendant les 9 mois. On a ici la cavité utérine. Et tout ça, ça constitue l'utérus. L'utérus, c'est un muscle en fait, et c'est un muscle qui est creux avec à l'intérieur, un peu comme un ballon de baudruche finalement, qui va pouvoir se gonfler avec la présence d'une grossesse ou quand on va mettre du liquide dedans, par exemple, pour le tester.
et du bout de l'utérus, donc là, ici on appelle le fond de l'utérus, là le corps de l'utérus et là le col, et donc du fond de l'utérus part de chaque côté les cornes utérines, et c'est le lieu de passage de la trompe. Donc hop, tout ça ici, on est dans la trompe, et au bout de la trompe, il y a une partie un petit peu plus dilatée qui s'appelle l'ampoule tubaire. Et c'est dans l'ampoule tubaire que va se faire la conception, la rencontre entre l'ovocyte, donc il va être aspiré par la trompe. Là, ce qui est représenté ici, c'est l'ovaire. Donc l'ovocyte va être aspiré par la trompe ici dans l'ampoule. Et les spermatozoïdes, bah, eux, ils auront remonté leur petit bonhomme de chemin. Alors ils passent dans les deux trompes. Hein, il n'y a pas de trompe préférentielle, et ils vont là retrouver l'ovocyte dans la trompe pour qu'il y ait une conception. Et une fois que la conception a eu lieu dans l'ampoule tubaire, et bien à ce moment-là, l'embryon qui est formé va prendre à peu près une semaine avant de revenir dans l'utérus et de s'implanter. Ouais. Donc on a une semaine entre le moment où il y a l'ovulation et l'implantation dans l'utérus. Et donc, c'est important d'explorer les voies génitales de la femme, bah, d'abord pour s'assurer qu'au niveau du col, les spermatos ils peuvent bien passer, qu'au niveau de la cavité utérine, il y a la place qu'il faut pour qu'un bébé puisse s'implanter, et puis bien sûr les trompes qui sont indispensables, d'une part au passage des spermatozoïdes pour aller rencontrer l'ovule, et d'autre part à l'embryon, une fois qu'il est fécondé, pour remonter dans la trompe pour aller s'installer dans l'utérus. Donc ça, c'est vraiment les trois points clés de la fertilité: l'ovulation, la qualité du sperme et les voies génitales de la femme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc 15 à 20% des femmes qui vont avoir un problème sur les trompes. Donc, c'est quand même pas nul, et c'est pour ça que c'est important de le tester dès le départ quand on a un projet de conception qui n'arrive pas à aboutir. Et donc, s'il y a un problème au niveau des trompes, on va parler à ce moment-là de pathologie tubaire. Et donc, ça peut être une cause totale ou partielle, parce que par exemple, on peut avoir une trompe qui ne marche pas du tout, mais l'autre trompe peut très bien fonctionner. Il peut y avoir des trompes qui sont absentes, ou il peut y avoir des trompes qui sont présentes et qui sont malades. Donc, tout ça, ça Mm. représente les pathologies tubaires. Et donc, il y a dans les explorations qu'on fait pour des femmes qui n'arrivent pas à concevoir, en moyenne, autour de 10% des femmes qui doivent être opérées avant de lancer le projet de conception, ou même avant de faire une AMP, en l'occurrence une FIV, et 10% des femmes qui doivent faire une FIV parce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui peuvent être proposées. En particulier, en fonction de certaines anomalies des trompes, on sait que la chirurgie n'a pas d'efficacité pour traiter ce problème de trompe. Alors, quand est-ce qu'il faut faire ce test sur les trompes? Donc, les recommandations, c'est quand il y a une infertilité qui est constatée. Alors, ça veut dire quoi, une infertilité qui est constatée? C'est quand on a essayé de faire un bébé depuis 1 an. C'est une définition en fait, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Mm. problème, mais ça veut dire que cette définition, c'est vraiment purement basé sur un temps où on a essayé de faire un bébé et où ça n'a pas marché. Alors, quand on dit 1 an d'essai, bien sûr, si vous voyez vos chéris 1 mois sur 2, ou voilà, Ou tous les six on mois. va, voilà, ou tous les 6 mois, voilà. Et quand on dit 1 mois d'essai, c'est en gros 10 à 12 cycles où il y a eu une rencontre possible des spermatozoïdes et des ovocytes, donc des câlins au bon moment, parce que sinon, ça compte pas vraiment pour Mm. une période d'essai. Donc, c'est vraiment une définition. Donc, c'est pas parce que ça fait 1 an que vous essayez, enfin, ça fait 1 an que vous voulez un bébé, que qu'il va y avoir un problème, mais dans la définition, si ça fait 1 an que vous essayez de faire un bébé, la Mm. définition, ça va être de dire que vous êtes infertile. Je le dis ça parce que c'est vrai que souvent, parfois, c'est un peu difficile pour les femmes en consultation quand on dit, bon, voilà, vous avez une infertilité, c'est un peu comme un couperet qui tombe, qui est un peu dur, mais en fait, ça veut rien dire en soi, c'est juste une définition. Mm. Une définition qui vous permet de rentrer, excusez-moi, dans un process où vous allez pouvoir faire des explorations et puis être prise en charge si c'est nécessaire. Et il y a une recommandation qui est une recommandation du Collège des gynécologues obstétriciens de France, mais qui est une recommandation qui est vraiment européenne et internationale, sur l'idée que quand on a passé 35 ans, en fait, c'est bien de ne pas attendre ces 1 an d'infertilité constatée pour faire une exploration. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des traitements plus rapidement. Ça veut dire qu'on va s'assurer dès 6 mois d'essai, s'il n'y a pas de conception, que tout est OK. Et si tout n'est pas OK, on pourra peut-être rentrer un petit peu plus rapidement dans un process de prise en charge. Et si tout est OK, on pourra à ce moment-là attendre. L'idée, c'est que, comme on sait que la fertilité est un peu moins efficace après 35 ans, même si elle reste largement OK encore de nombreuses années,
c'est de ne pas faire 6 mois d'essais inutiles alors qu'il pourrait y avoir un problème. Mhm. Mhm. Et quand il y a un... Si Virginie, il y a des questions au fur et à mesure, Oui, oui, n'hésite pas, hein, je tu regarde. m'interromps, ouais. Je regarde s'il y a des questions qui arrivent. Et donc, sinon, en fait, ce bilan d'infertilité, et en particulier le bilan des troncs, parfois, il ne faut pas attendre ces 1 an ou même ces 6 mois pour le faire, parce qu'il peut y avoir des antécédents, des problèmes qui sont connus, dont on sait qu'ils peuvent avoir un impact important sur les trompes. Et dans ces cas-là, bah, n'attendons pas, en fait, de constater qu'il y a vraiment un problème pour obtenir une grossesse. Faisons un test juste pour s'assurer que c'est OK. Et c'est par exemple le cas quand il y a eu un antécédent d'infection génitale haute, donc avec de la fièvre, avec la prise d'antibiotiques, avec une hospitalisation, éventuellement avec une opération. Hein. Si on vous a parlé de salpingite, si on vous a parlé de chlamydia, etc. Dans ces cas-là, ben, testons d'emblée sans attendre de voir que ça fonctionne pas, parce que le risque est très important. Dans ces cas-là, on n'est plus dans un risque de 10 à 15% des femmes qui peuvent avoir un problème de trompe, mais on va passer nettement supérieur à 50%. Pareil, si vous avez fait une appendicite avec une complication comme une péritonite, ou si vous avez eu plusieurs interventions abdominales, ça on sait, hein, parce que les trompes, en fait, là, sur mon schéma, elles paraissent toutes seules comme ça dans le vide, mais c'est pas la réalité. En fait, les trompes, elles sont dans la cavité abdominale, et autour des trompes, ben, il y a le tube digestif qui fait son travail. Et donc, ben, tout problème digestif, effectivement, peut entraîner aussi un problème au niveau des trompes. Et puis, dernière chose, bah, si vous avez eu un antécédent de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire une grossesse qui ne s'est pas implantée bien comme il faut dans l'utérus, mais qui est restée coincée dans la trompe, quel que soit le niveau où elle est restée coincée, eh ben, ça veut dire qu'a priori, ça arrive quand même relativement plus souvent quand il y a une pathologie tubaire. Donc, c'est bien de s'assurer, avant de lancer son projet de conception ou le poursuivre, sans attendre trop longtemps, de s'assurer que ça va bien de ce côté-là. Oui, Bien donc sûr, les trompes, c'est vraiment quelque chose de très important. c'est indispensable. S'il n'y a Mhm. pas les troncs, par exemple, une femme qui aurait fait une grossesse extra-utérine d'un côté et elle aurait été opérée, on lui a retiré la trompe, et une grossesse extra-utérine de l'autre côté, on lui a retiré également la trompe, dans ces cas-là, il n'y a vraiment aucune possibilité de conception naturelle. Mhm. Et donc, sur mon petit schéma, là, en fait, il y a plusieurs possibilités où la trompe se bouche. Donc, on voit souvent des bouchons ici à ce niveau-là. Donc ça, on parle de bouchons dans la corne. Cela, on peut éventuellement, j'en parlerai après, hein, on peut éventuellement les déboucher. Mais on peut aussi avoir la trompe bah, qui est abîmée tout du long, voire qui est fermée au bout. Et quand la trompe elle est fermée au bout, au fur et à mesure du temps, il y a du liquide qui va s'accrocher, enfin se former à l'intérieur de cette trompe, qui va rester comme la trompe va faire, au lieu de d'avoir un tuyau. Hein, là, en fait, c'est un tuyau qui est ouvert sur le ventre et sur l'ovaire. Bah, au lieu que le tuyau soit ouvert, en fait, il va être fermé au bout, et ça va faire une poche dans laquelle va pouvoir s'accumuler du liquide au fur et à mesure des cycles. C'est ce qu'on appelle un hydrosalpinge. Je vous montrais une photo tout à l'heure. Et donc, quand il y a cet hydrosalpinge, ça veut dire que bah, la trompe, elle n'est pas du tout efficace, hein, elle est fermée au bout. Et en plus, ce liquide qui s'accumule à l'intérieur de la trompe, bah, en fait, il va pouvoir couler par la trompe dans l'utérus pour se vidanger. Donc parfois les femmes peuvent ressentir des écoulements. Et bah, c'est ce liquide qui va couler dans la cavité utérine. C'est pas très joli, mais je dis ça fait un peu comme un effet chasse d'eau. Ça veut dire même si l'embryon il a eu le courage de passer par l'autre côté et de se mettre là, bah, si vous avez de l'autre Mhm. côté un petit coup de chasse d'eau, paf, voilà. C'est pour ça que ça c'est vraiment, dans ces cas-là, vraiment on fait une intervention avant tout projet de conception, et en particulier avant une AMP. Voilà, donc ça c'est vraiment pourquoi il faut faire un bilan des trompes et quand il faut faire un bilan des trompes. Je ne sais pas si vous avez des questions Alors sur cette là, partie-là. il y a une question, mais c'est si on a un hydrosalpinx, que conseillez-vous? Mhm. Est-ce que la technique ESUR est possible? Et la personne précise qu'il y a beaucoup de problèmes dus à cette technique depuis 2012 aux États-Unis et en France. Alors, oui, effectivement. Donc, en fait, la première chose, c'est quand il y a une hydrosalpinge, donc la trompe est bouchée au bout, euh, il y a une indication chirurgicale, sauf s'il y a eu avant beaucoup d'interventions. Par exemple, sur de l'endométriose sévère ou sur des pathologies comme des maladies Crohn, etc., où il peut y avoir plusieurs opérations. Et dans ces cas-là, l'intervention, elle est dangereuse.
hein. D'accord. Donc l'intervention qu'on fait, c'est une célioscopie, c'est un petit trou au niveau du nombril. Après, on envoie de l'air dans le ventre, ça permet de bien voir. On a une vue, bon, je ne vous ai pas mis de photo, mais on a une vue sur l'utérus et sur les trompes. Mais finalement, quand il y a eu plusieurs interventions, ben, en fait, ce qui se passe, c'est que le système digestif et les trompes vont être tout coagulés ensemble. Ça va faire un peu, vous voyez, quand vous mettez trop de gruyère dans les pâtes, et Oui. c'est bien chauffé, ça fait des gros paquets. Et en fait, le chirurgien, il aura beau essayer avec ses instruments d'aller dégager les trompes, etc. C'est très risqué en fait pour les organes et on risque d'abîmer les organes. Et donc, effectivement, dans ces situations extrêmes, il y a une période où on a proposé de mettre des échures. Et donc, en fait, pour les échures, on passe par la voie naturelle et on va mettre un espèce de petit ressort là dans l'endroit où la trompe finalement elle est un petit peu plus serrée par la cavité utérine. Et ce petit ressort va créer une inflammation qui va en fait faire un obstacle et obstruer ici la trompe. Et donc, bah, ça a été proposé comme moyen de contraception. Hmm. Et puis, ça a été aussi proposé dans ces situations où c'était vraiment très difficile d'opérer les femmes. On n'avait pas d'autre solution. Alors aujourd'hui, c'est plus utilisé comme moyen de contraception. Ça a été retiré du marché effectivement parce qu'il y a pu avoir des soucis rapportés. Donc la seule possibilité qu'on a, c'est soit donc c'est une intervention, quoi qu'il en soit. Hmm. Et donc cette intervention, elle va préférentiellement, dans un premier temps, essayer de réparer la trompe. Hein. C'est pas parce que il y a un hydrosalpinx qu'on va forcément jeter la trompe. Donc la première chose, c'est qu'on va ouvrir la trompe et puis on va voir quelle qualité elle a. Si l'hydrosalpinx est récent, l'infection est récente, on peut garder la trompe ouverte et permettre une conception naturelle. En général, on laisse 3 à 6 mois derrière l'intervention pour une conception naturelle, mais on sait qu'il y a un risque important que la trompe se referme et à ce moment-là, effectivement, ben, soit il faut réopérer pour enlever la trompe si l'hydrosalpinx s'est reformé, soit on peut faire une AMP si l'hydrosalpinx ne s'est pas refermé. Mais on sait que voilà, les trompes, après une intervention, voilà, en général, ça fonctionne dans les 3 à 6 mois. Au-delà, s'il n'y a pas eu la grossesse au bout des 6 mois, c'est que la trompe, elle est fichue. Et donc, si on n'a pas pu réparer la trompe, dans ces cas-là, on va la couper ici, puis on va la retirer pour pas laisser dans le ventre une poche avec du liquide, parce qu'en fait, c'est la trompe en elle-même qui produit ce liquide. Ce liquide, il permet en fait d'avoir un espèce de transport un petit peu facilité à la fois pour les spermatozoïdes et pour l'œuf fécondé. Mais s'il n'est pas évacué, ce liquide, normalement il est évacué dans la cavité abdominale, mais s'il n'est pas évacué, bah, il va stagner dans la trompe et la trompe elle va continuer à produire. Donc l'idéal, c'est dans ces cas-là, on a vérifié que la trompe elle est vraiment malade, qu'on ne peut pas la réparer, hop, ben, on l'enlève complètement. Et dans certaines situations, si vraiment ça fait des gros paquets de gruyère, que c'est trop collé, eh bien le chirurgien il va juste avec prudence couper ici la trompe, donc ça, une section ligature, tout en laissant ben, cette partie de la trompe dans le ventre, mais l'idée, c'est d'enlever la connexion pour que le liquide qui est là ne coule plus dans l'utérus. Alors, juste un petit mot, je sais pas, la question est peut-être pas posée, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on a retiré la trompe qu'il n'y a pas il reste pas de risque de grossesse extra-utérine, parce que vous voyez bien sur mon schéma ici que, en fait, le chirurgien, il va pas creuser, il va Hmm. couper ici à l'extérieur. Et quand il coupe ici à l'extérieur, eh bien, il reste ici une petite portion, elle est toute petite, mais il reste quand même une petite portion de trompe qui est à l'intérieur du muscle utérin qu'on ne peut pas retirer. Et parfois, il y a des embryons qui sont très coquins et qui vont aller justement se mettre dans ce petit bout-là, ce qui peut expliquer que certaines femmes qui ont malgré tout une ablation de la trompe vont se retrouver avec une grossesse extra-utérine. Et donc, c'est pour ça qu'en règle générale, quand il y a des antécédents telle qu'une grossesse extra-utérine ou une pathologie particulière, le gynéco doit proposer une échographie précoce pour la grossesse, donc dès un mois de grossesse, 6 semaines d'aménorrhée, pour être sûr que l'embryon il est bien situé dans la cavité utérine et qu'il n'est pas allé se ficher dans ce petit bout de trompe. D'accord. Voilà. Alors, donc, du coup, bah, comment on explore les trompes? Alors, je dirais, il y a un ancêtre et puis il y a un petit jeune. Il y a un ancêtre un peu. J'avais Voilà. parlé de Euh, Voldemort dans ma présentation, mais c'est vrai que auprès des femmes infertiles, l'hystérosalpingographie, c'est vraiment la oui, chose qui oui, fait c'est peur, vrai que qui fait mal. voilà, alors effectivement, c'est bien ça, c'est un peu le Voldemort. Et bah, dans le Voldemort, il y a la réputation et puis il y a la Hmm. réalité.
Donc, juste pour dire tout de suite, c'est que même si l'hystérosalpingographie est un acte qui est vraiment euh, parfois très mal perçu, il y a quand même voilà, des cas où ça se passe très bien. Il ne faut pas croire que c'est 100% ou c'est vraiment horrible. Oui, Mais oui. effectivement, il y a beaucoup de femmes qui trouvent que c'est globalement un test qui est très très inconfortable, pour pas dire douloureux réellement. Et pour certaines d'entre elles, il y a une peur même d'aller chez le spécialiste de la reproduction parce qu'il y a la peur d'avoir la prescription de cet examen pour pouvoir avancer Mm. plus loin. Et donc, on a cette nouvelle technique, et une technique qui est beaucoup plus douce, comme on va pouvoir le voir. Alors, donc si on regarde un petit peu ce que c'est l'un ou l'autre pour bien comprendre, parce qu'il y a des femmes qui n'auront pas accès à l'IFOSI malheureusement encore en France, même si je pense qu'il faut le demander et insister. Comment ça se passe l'hystérosalpingographie? Ça se passe par voie vaginale. Donc vous êtes au cabinet de radiologie et donc vous avez le radiologue qui va mettre un spéculum et il va mettre il va rentrer donc une petite cupule en fait, vous voyez, c'est ça. Donc il va rentrer dans le vagin comme ça, voilà. Alors soit la petite cupule qui va poser ici contre le vagin. Et donc, le petit bout de la cupule que vous voyez ici, il va être rentré à l'intérieur du col. C'est ça qui peut entraîner des contractions utérines ou être douloureux. Soit il peut poser la petite cupule comme ça sur le col. Vous voyez, celui-ci, par exemple, en fonction de la taille du col, il va Ouais. pouvoir un peu faire une aspiration du col pour poser, pour pas avoir à rentrer trop loin la sonde qui est rigide, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est pas très confortable. Ou alors, il y a une option, hop, pardon, il y a une autre option qui est celle avec un petit cathéter souple, avec un ballonnet qu'on gonfle à l'intérieur de la cavité utérine. Mais c'est pareil, comme il faut que le produit reste à l'intérieur, en fait, on va faire une dilatation qui va entraîner une contraction utérine. Et puis, ce ballonnet, il n'est pas recommandé parce qu'en fait, il va gêner pour voir bien la cavité utérine. Et donc, une fois que ça, c'est en place, ben, le radiologue, il va retirer le spéculum, il va laisser le dispositif en place avec les seringues, et il va injecter un produit de contraste qui est iodé. Donc, la problématique, ben, c'est que certaines femmes ne peuvent pas avoir ce produit-là parce qu'il y a un risque d'allergie à l'iode. Mm. Ça, c'est la première chose. Donc, dans ces cas-là, ben, c'est vraiment une bonne. Je veux dire, il y a question ne se pose pas, il faut faire une hyposie. Et puis, l'autre chose, c'est que la femme va être soumise au rayon X, puisque c'est le principe des radios. Et donc, il va y avoir plusieurs clichés qui vont être faits, qui vont être centrés sur l'appareil génital. Donc, bah, bien sûr, l'utérus, mais également les ovaires où il y a les cellules reproductrices. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles moi je trouve que c'est pas optimal d'irradier la femme, voilà, même si les doses restent minimes et ne sont pas dangereuses en soi. Je pense que le principe de précaution voudrait que ça soit pas le cas. Donc voilà, par exemple, type d'endroit au cabinet du radiologue où vous pouvez être installé sur la table pour pouvoir faire les radios. Et c'est un examen qui va durer le temps d'injection, etc., les premiers clichés, une dizaine de minutes. Et après, vous devez aller vous retourner, vous asseoir 5-10 minutes. Et ensuite, il y a un autre cliché qui est fait, un cliché terminal, qui permet de vérifier la diffusion du produit. Alors, voilà, donc ça, c'est une radio qu'on fait. Donc, vous voyez ici, on voit le bassin, on voit derrière le rachis cervical, hein, les os de la colonne avec les vertèbres, et on a ici l'ensemble du bassin. Donc, vous voyez ici, hop, c'était une petite cupule, donc le cathéter, la petite cupule, et donc le radiologue pousse le produit de contraste pour voir ici l'utérus. Vous voyez, c'est mon petit triangle qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, hop, on voit les trompes. Alors, vous voyez, c'est un petit tuyau qui est tout fin. Donc là, c'est la première partie de la trompe. Et puis là, c'est la partie qui va se dilater un petit peu, qu'on va appeler l'ampoule. Donc, vous voyez, l'ampoule, elle est un peu plus grande que ce qu'on avait mis sur mon petit dessin. Et puis, le produit, ben, on va le pousser au fur et à mesure pour le voir sortir dans le ventre. Donc, ici, on a le col, ici, on a l'utérus. Alors, on voit que la cavité, hein, on ne voit pas le muscle utérin autour, ce qui est aussi un des inconvénients de l'hystérographie. Et puis, on voit la trompe. Hop, les deux trompes, les deux côtés. Alors, on peut en voir une qui passe pas et une qui passe. Donc, voyez ici, c'est pareil, c'est une hystérographie, mais cette fois-ci, le radiologue, il a mis un petit ballonnet, et puis vous voyez, hop, il y a son cathéter qui est essuyé au fond Ah de oui. l'utérus. Donc ça entraîne des contractions utérines, évidemment, c'est pas très agréable. Donc on voit moins bien, vous voyez, là ici on voyait le col, là aussi on voit moins bien le reste. Alors après, pour la conception, le plus important c'est le fond utérin, mais bon,
quand même, c'est mieux de tout voir. Et vous voyez sur ce cliché, on voit bien que le produit est sorti des trompes et c'est ce qu'on appelle le brassage péritonéal. En fait, ça va mouler les anses digestives. Donc là, on a une photo finalement inversée de l'appareil digestif. Et donc, quand on voit le produit comme ça, qui passe bien partout dans le ventre, ben, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour les trompes. Et puis, on fait un dernier cliché pour vérifier que le produit ici n'a pas stagné dans les trompes. Donc, au bout de 20 minutes, en fait, le produit est complètement éliminé dans le ventre et on ne le voit plus dans les trompes. Voilà, ici, c'est le brassage péritonéal qui veut dire que les trompes sont perméables. Par contre, dans cette situation, eh ben, c'est la situation d'une trompe qui est obstruée au bout et donc, le produit, en fait, ne peut pas sortir dans le ventre et il va stagner dans la trompe. Donc, c'est là ce qu'on voit un hydrosalpinge. Donc, vous voyez, la trompe se dilate complètement, elle se remplit du produit. Et donc, ça peut être assez douloureux parce que du coup, ça fait une forte pression sur la trompe puisque le produit, en fait, c'est un produit à queue. Donc, c'est comme si vous balancez de l'eau à forte pression dans la trompe, dans un tuyau qui est bouché. On peut imaginer que ça distend le tuyau puis que ça fait mal. Donc, dans ces situations-là, voilà, c'est les situations de l'hydrosalpinge qu'on a évoquées tout à l'heure. Là, c'est une situation où il faut faire une chirurgie. Soit, alors là, elle est tellement dilatée, cette pauvre trompe, que je pense qu'elle est complètement morte, voilà, qu'il faut l'enlever. Peut-être que l'autre derrière est un peu moins, on peut voir si on peut la réparer. Et dans les situations comme ça, hop, on va faire une intervention et on va couper la trompe ici. Oui, parce il y a aussi quelque chose qui a beaucoup circulé, c'est que quand tu fais une hystérosalpingographie, ça débouche. Ça peut déboucher. Moi, Alors oui, c'est une super question. j'ai entendu ça très très souvent, mais je pense qu'il y a différentes options Ouais. et des fois ça peut déboucher, mais des fois pas du tout, quoi. Alors, exactement. Donc, l'hystérosalpingographie, quand elle débouche, c'est jamais au bout. D'accord? Parce que, en fait, Ouais. vous voyez, quand c'est abîmé comme ça, même si le radiologue, il balance très fort pour faire un débouchage, en fait, la trompe, elle est très malade en soi. Et donc, ça va avoir fait très mal et ça ne réglera pas du tout le problème. Au contraire, Mm. toute l'infection qui est dans la trompe va passer dans le ventre et c'est là où on a un risque important de péritonite. Donc, ça, c'est Ouais, surtout pas à faire. d'accord. Par contre, effectivement, il y a des situations où on peut avoir un blocage ici du produit, c'est-à-dire que, je crois que j'ai une image après. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, là, le radiologue, il a poussé le produit dans l'utérus. On voit qu'il doit y avoir le démarrage de la trompe par là. Et là, ici, on a probablement un spasme. Ça, c'est vraiment la situation où l'utérus s'est contracté. Et du coup, l'utérus s'est contracté, c'est dans la première partie de la trompe, et en fait, il ne veut pas laisser passer le produit. Donc là, on ne peut pas savoir si la trompe elle est bouchée ou s'il y a un spasme sur cette image-là, vous voyez. Par contre, sur celle-ci, vous voyez, l'utérus à cet endroit-là, il n'est pas contracté, donc on voit le démarrage du passage de la trompe, mais on voit que c'est bouché. Et c'est dans ces situations-là qu'il peut y avoir une désobstruction. Et donc, dans ces cas-là, c'est un geste particulier. Tous les radiologues ne le font pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cathé sélectif. Donc, dans ces cas-là, en fait, c'est comme un petit fil de fer que le radiologue va passer par les voies naturelles ici comme ça, hop, il va passer en injectant au fur et à mesure pour repérer, et il va monter le petit cathéter ici, et ça fait un petit peu comme un goupillon si vous voulez, et il va injecter à ce moment-là, avec une pression un petit peu plus forte, directement dans la partie de la trompe ici qui est un peu bouchée pour essayer de la déboucher. Alors, ça peut permettre de faire un débouchage à ce niveau-là, mais après, si la trompe elle est malade, derrière, on va pouvoir peut-être trouver un bouchon plus loin et ça n'aura pas réglé forcément le problème. Donc, c'est parfois effectivement indiqué le cathétérisme sélectif et c'est vraiment un des avantages de l'hystérosalpingographie par rapport à l'hyphosie, puisqu'on ne peut pas faire ça à l'hyphosie aujourd'hui. Ça fait partie des choses qui restent encore à développer. Je fais un appel au docteur Jean-Marc Levaillant Mais à ce est-ce sujet. Mais il faut, Oui, je pense, pardon. quand même un médecin, un radiologue un peu spécialisé en gynéco, parce que Tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, c'est pour ça que je disais que tous les cabinets de radiologie ne le proposent pas. C'est Hmm. vraiment de la radiologie interventionnelle. Donc, c'est voilà, que certains radiologues qui ont l'équipement et aussi la formation pour le faire. Euh, En règle générale, chaque centre d'AMP va avoir les coordonnées de quelqu'un qui sait bien faire. Donc, il ne faut pas aller voir n'importe qui pour faire ça. Et même pour l'hystérosalpingographie, je dirais, l'examen se passera d'autant mieux que le radiologue en fait beaucoup.
Donc, n'allez pas dans un cabinet de radiographie qui n'a pas du tout l'habitude de faire l'imagerie de la femme. Il faut vraiment, voilà, Mm. il faut faire plusieurs hystérosalpingographies par semaine pour considérer qu'on est bien habitué. Enfin, moi, quand je faisais encore des hystérosalpingographies, j'avais un référent à qui j'envoyais toutes mes patientes. Et effectivement, voilà, j'avais 10% de retour que c'était vraiment très difficile comme examen, mais dans la plupart des cas, ça se passait bien. Et c'est ça qui fait aussi que la tolérance, elle est plus ou moins bonne. Ça va vraiment dépendre de l'habitude du radiologue. Et il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certains gynécologues qui vont vous faire l'hystérosalpingographie au cabinet de radiologie, qui sont organisés comme ça, en fait. Donc, vous avez à la fois le gynéco et le radiologue. Et c'est vrai que c'est des situations où, je veux dire, le gynécologue a plus d'habitude, où ça peut se passer aussi mieux qu'avec juste un radiologue qui n'a pas d'habitude. Oui, parce que dans les arguments que tu as donnés tout à l'heure pour l'hystérosalpingographie, du point de vue des patients, il y a un argument contre, c'est justement que tu dois trouver un nouvel interlocuteur médical et donc ça rajoute des démarches à faire. Il faut trouver un radiologue qui soit un peu expert. Voilà, donc c'est pas forcément très simple pour Dans les le, patients, tout ça. Ouais, ouais, dans le circuit patient, c'est sûr que c'est pas, voilà, ça rajoute une étape, ça rajoute du temps, ça rajoute du stress parce qu'effectivement, bah, c'est pas votre Mm. médecin. Voilà. Alors, et donc l'hyphosie. Alors, hyphosie, c'est un petit mot raccourci et c'est le raccourci de hystérosalpingographie. Donc, vous voyez mon petit film, je vais le repasser. Donc, c'est pareil. Ça se passe par voie vaginale. On va mettre le spéculum. Donc ça peut se faire vraiment au cabinet d'échographie de votre gynécologue ou dans un cabinet d'échographie spécialisé. Et donc, on met le spéculum, on passe un petit cathéter tout fin, vraiment juste au niveau du col pour le positionner dans l'utérus. Et puis, on laisse le petit cathéter en place, on retire le spéculum et on va mettre la sonde vaginale. Alors, ce qui est infusé, donc voilà, par exemple, voilà, la femme est installée sur une table d'examen gynécologique, en position gynécologique. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de confort quand même qu'au cabinet du radiologue. Et l'autre chose, c'est qu'elle va pouvoir suivre en direct l'examen. Donc, une fois que la sonde dans le vagin est mise, c'est une mousse qui s'appelle XM Foam Kit. Donc, votre médecin vous aura prescrit la mousse qu'il faut acheter à la pharmacie. Et cette mousse est une mousse très douce, mais qui a une capacité d'expansion. Donc, ça n'a pas la force du produit d'hystérosalpingographie qui fait mal parce que ça va entraîner une dilatation. Vraiment, c'est plus fonctionnel. Ça va traverser la trompe et on va pouvoir suivre son passage à l'échographie. Et c'est très rapide en fait, c'est voilà, moins de 5 minutes pour pouvoir voir le passage dans la trompe. Et je vais vous montrer un examen en temps réel pour que vous rendiez compte. Donc vous êtes au cabinet du gynécologue ou du radiologue qui est formé et qui a un équipement d'échographie et qui a une installation d'échographie. Hop. Donc on va suivre, vous allez voir avec moi, je vais vous montrer un petit film pour que vous compreniez bien. On va suivre le passage du produit donc dans la première partie de la trompe, c'est ce qu'on appelle la partie interstitielle, c'est l'endroit où la trompe sort de l'utérus, vous voyez, ici, hop. Après, vous allez voir, c'est très rigolo, donc on suit la trompe qui a parfois des formes très étranges. Et puis, on va regarder à la fin bah, le produit, en fait, qui va sortir du ventre et qui va aller se mettre autour des ovaires. Donc, quand le produit inonde bien l'ovaire, eh bien, ça c'est formidable parce que bah, on sait que les ovocytes pourront être bien captés. Et donc, on verra ensuite les autres avantages de l'échographie. Alors, voilà. Donc, je vais vous montrer un examen en direct, en temps réel. D'accord? Donc, on a mis le petit cathéter, comme je vous ai expliqué, avec le produit dans l'utérus. On a retiré le spéculum, on a mis la sonde dans le vagin et on va appuyer donc doucement sur la seringue pour infuser le produit. Donc là, il y a le radiologue. Donc vous avez ici l'utérus. Ah, pardon, excusez-moi, je vous remets. Hop. Alors, voilà. Donc vous avez ici l'utérus. Voilà, c'est cette masse un peu grise. Et puis, hop, on va aller donc d'un côté. Donc là, on part du côté gauche. Et vous voyez, on va suivre le petit filet dans la trompe. Donc là, ici, on a la trompe.
et on voit le produit. Et hop, vous voyez, donc c'est en temps réel, hein, donc en moins d'une minute, on a vu Ah oui, le et on voit produit les ici, ovaires. qui c'est donc exactement, voilà. Là, c'est l'ovaire. Alors, cette femme a beaucoup de chance, hein, parce que son ovaire est très riche. Et vous Mm. voyez, on voit le produit qui est parti partout autour de l'ovaire. Et donc, on peut revenir comme ça. Donc, vous voyez la portion de la trompe qui est assez droite. Donc, c'est quelque chose qui se voit vraiment très bien, hein. On peut regarder. Le produit, lui, il est stable pour une dizaine de minutes, mais en règle générale, en 2-3 minutes. Donc là, on est en temps réel, hein, voilà. Donc, on dit à la dame, ben voilà. Puis, vous voyez, là, c'est le fond de l'utérus. Et ici, eh bien, on voit la partie de la trompe, donc on a donné des numéros, hein, pour que les médecins s'y retrouvent, la partie de la trompe qui sort de l'utérus. Hop. Et donc après, on peut tester le deuxième côté. Donc vous voyez, hop, là, c'est le fond de l'utérus. On voit la corne ici, on voit le produit qui commence à sortir. Alors bien sûr, le produit, il passe aussi bien à droite qu'à gauche. Le médecin, il va choisir le côté qu'il regarde. Et après, hop, vous voyez, ah, je suis sûre que vous arrivez maintenant à suivre bien la trompe. Vous voyez, hop, tout ce tuyau. Donc là, on arrive à le voir. Vous voyez, donc on a des jolies petites vagues. On voit le produit qui circule à l'intérieur de la trompe. Et on va aller, donc là, hop, ça c'est la portion qui est un petit peu plus longue, un petit peu de la trompe, celle qui est fine. Et hop, vous voyez, hop, on voit là le produit. Vous voyez, ça fait comme un petit robinet. On le voit couler ici, vraiment tout à côté de l'ovaire du côté droit. Donc voilà, vous avez vu, je sais pas, vous n'avez pas mis votre chrono, hein, mais 2 minutes top chrono, on a pu dire à cette femme, voilà, vos deux trompes sont parfaitement perméables, ça marche très bien. Et hop, vous voyez, on vient sur le fond de l'utérus, et voilà, pour la beauté de l'image, on montre à la patiente les deux cornes utérines avec le produit qui passe très bien dans les deux cornes. On peut faire un enregistrement 3D, bon, ça c'est un peu gadget si vous voulez, mais là, voilà. Et Vraiment, on a. Oui. justement, tout à l'heure, quand tu montrais sur l'hystérosalpingographie, on voit la forme de l'utérus. Alors là, je pense que c'est pas le même angle. Donc là, tu nous as montré les trompes, mais la forme de l'utérus, tu peux la voir Oui, aussi on avec la voit FOSI. même beaucoup mieux. Parce que ce qu'on voit à l'hystérosalpingographie, j'ai mis un petit cliché après pour qu'on comprenne bien, ce qu'on voit à l'hystérosalpingographie, c'est uniquement l'intérieur de l'utérus, Ouais. alors qu'avec l'échographie, on voit et l'intérieur et on voit l'extérieur également. Et c'est très important quand il y a par exemple des malformations utérines, on peut se tromper de diagnostic et on s'est régulièrement trompé de diagnostic avec la radio des trompes, parce que c'est pas fait pour l'utérus, c'est vraiment fait que pour les trompes, alors que l'échographie, c'est vraiment spécifiquement fait pour et l'utérus et les trompes. Alors, si D'accord. on doit comparer les avantages et les inconvénients des deux techniques, donc l'hyphosie, bah, c'est plus court que l'hystérosalpingographie, hein. Je vous ai dit 12-15 minutes, voilà, parfois il y a un cliché à 20 minutes quand le produit met un peu plus de temps à se débarrasser. Pour l'hyphosie, en soi, j'ai mis 5 minutes, c'est entre le temps d'installation, le diagnostic, etc., tout ça. Bien sûr, c'est plus long, si dans le même temps, il y a toute l'échographie globale, et c'est vraiment ça la force de l'hyphosie, c'est-à-dire que c'est pas seulement le test sur la trompe qui va être fait, c'est aussi l'ensemble de l'échographie et on va y revenir. Mais dans certaines circonstances, on va dire que l'ensemble aura été fait au préalable et on a juste le test sur les trompes à faire. Et donc c'est ça, voilà, c'est vraiment très très rapide. Donc, l'hystérosalpingographie, donc on va avoir des images, et c'est ça qui fait que certains médecins de la reproduction préfèrent avoir l'hystérosalpingographie parce qu'ils ont un cliché, etc. Alors qu'ils disent que pour l'hyphosie, il faut qu'on fasse confiance à l'échographiste. Bon, moi je trouve que c'est pas une vraie, voilà, c'est pas une vraie problématique ça. L'avantage le seul avantage pour moi de l'hystérosapingographie, c'est vraiment la possibilité de faire le cathé tubaire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour aller déboucher quand c'est bouché uniquement à la corne, hein, d'accord? Hmm. Euh, c'est la seule chose que fait pas l'hyphosie. L'effet sur les grossesses, tu l'as évoqué, Virginie, il a été dit, discuté, parce que c'est pas réellement sûr, parce qu'en fait, quand vous avez un problème d'infertilité, vous êtes dans un projet bébé, bah, il peut y avoir une grossesse qui arrive sans pour autant que ce soit lié à la radio des trompes que vous avez fait. Et bon, il y a aussi, moi j'y crois pas trop, mais il y a aussi voilà, des publications qui montrent qu'il y a aussi plus de grossesses après un lymphosie.
pour moi, ce qui est vraiment problématique pour l'hystérosalpingographie, c'est les risques qu'on fait courir à la femme, à la fois par rapport à l'irradiation, même si celle-ci elle est modeste, bah, c'est pas nul. Si on peut éviter, je pense qu'il faut éviter aujourd'hui le risque d'allergie à l'iode, la nécessité d'aller dans un cabinet de radiologie, et puis surtout quand même la douleur. Donc en moyenne, quand on analyse la douleur, si on fait ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique, je ne sais pas si certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Vous savez, c'est une petite réglette qui est numérotée de 1 à 10 pour évaluer la douleur que vous avez, de 0 à 10, pardon. Si vous n'avez pas de douleur, c'est 0. Et puis si vous avez une douleur qui est vraiment le pire de douleur que vous pouvez avoir, c'est 10. Et donc, quand on fait faire ce petit test aux femmes après l'hystérosalpingographie, eh ben, elles vont répondre 5-6. Et il faut savoir qu'on parle vraiment de douleur à partir de 5, à partir de 4-5. Jusqu'à 2, 3, 4, on va dire que c'est un inconfort, quoi. Voilà. Et par contre, lui, l'hyphosie, ça va être, vous voyez, sur l'échelle visuelle analogique, on va être entre 1,5 et 3,5. Et 3,5, c'est pour les médecins qui vont utiliser la même sorte de petits ballonnets qui sont utilisés à l'hystérosalpingographie que nous, on n'utilise pas du tout. Donc, on peut dire que l'hyphosie, ça reste vraiment un examen qui peut entraîner un léger inconfort, en fait, hein, voilà, mais pas une douleur. Et puis, il y a une autre problématique qui est celle du risque infectieux. Donc, le taux d'infection, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est 1% avec l'hystérosalpingographie. C'est 10 fois moins avec l'hyphosie, probablement parce qu'avec l'hyphosie, en fait, comme il y a une échographie de bilan avant, s'il y a un problème des trompes, comme par exemple un Mm. hydrosalpin, ben, en fait, on va le voir au préalable et on ne va pas faire le test parce qu'on sait que ce n'est pas utile de faire un test à ce moment-là. D'accord. Voilà. Bon, la problématique également d'un point de vue financier, c'est l'hystérosalpingographie est prise en charge à 100% par la sécurité sociale, donc vous aurez juste à payer les dépassements d'honoraires pour le radiologue, etc. Donc il y en a, hein, c'est pas zéro. Et pour l'hyphosie, bah, c'est pareil, vous avez le dépassement d'honoraires du médecin si le médecin fait des dépassements d'honoraires sur l'acte, et vous avez en plus à acheter le kit XM Foam Kit. Donc si votre médecin en fait beaucoup, qu'il est malin, il aura voilà, plus ou moins négocié avec un pharmacien pour avoir un produit, un tarif relativement abordable autour de 60-80 euros. Parfois, ça peut pousser plus loin. Sincèrement, moi, je pense que réellement, enfin, quand on voit les avantages, je ne sais pas ce que tu en penses, Virginie, mais voilà, 60-80 euros, ça vaut quand même la peine. Oui, oui, oui. Et puis surtout, enfin, nous, on cherche surtout à ce que ça soit pris en charge et remboursé, parce que ça fait partie, comme, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites à une époque. Maintenant, on peut faire autrement. Et donc, il faut que l'évolution aussi dans la prise en charge et dans le remboursement, évolue aussi. C'est-à-dire que voilà, si on peut proposer quelque chose qui prend moins de temps, qui se fait avec son médecin gynécologue. Alors, tu as parlé de la douleur, mais je pense aussi que le contexte et de savoir qu'on est avec quelqu'un qui nous suit depuis longtemps, qui nous connaît, c'est pas la même chose que d'aller voir un radiologue XY que tu vas voir qu'une fois. Et voilà, donc voilà, il faut qu'on arrive à faire comprendre que il y a des innovations et que les innovations, il faut qu'elles puissent rentrer dans les remboursements. Si c'est validé, après, Tout à nous, c'est fait. notre point de vue de patient, évidemment, mais je sais qu'il y a toute un tas de démarches au niveau C'est de en la cours, sécurité c'est en cours, sociale et tout Virginie. ça, mais il faut qu'on évolue de toute façon. Donc, si les choses sont validées d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique, d'un point de vue qualité, risque, tout ça, et que les réponses sont positives, évidemment, nous, on milite pour que ça puisse être pris en charge. Oui, il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence de traitement en fait entre l'hystérographie et Mm, l'hyphosie, quoi. Surtout que, mm, voilà, donc si on parle de validation scientifique, parce que euh, j'ai mis cette diapositive qui peut paraître peut-être un peu technique, mais je pense que c'est important parce que peut-être il y a des femmes qui vont demander à leur gynéco et leur gynéco va dire mais non, c'est pas validé, nanana, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est parfaitement validé. Quand on compare des femmes donc, qui ont eu et l'hyphosie et l'hystérosalpingographie, en fait, le taux de concordance, il est excellent. Et il y a seulement 2% des cas où un examen va dire que tout est bouché et l'autre dira que c'est pas du tout bouché.
Et le risque est le même que ce soit l'hyphosie qui dise que c'est bouché ou l'hystérosalpingographie que c'est bouché. Vous voyez, c'est les 1% ici plus 1%, ça fait 2%. Mais sinon, en fait, l'hystérosalpingographie et l'hyphosie vont donner exactement les mêmes informations. La seule chose qui était différente dans cette très belle étude, hein, c'est quand même, c'est rare d'avoir des études où il y a plus de 800 femmes pour faire une analyse que ça. La seule chose qui est différente dans cette étude, vous voyez, c'est la douleur, avec une douleur en moyenne à 3, donc un inconfort à 3 pour l'hyphosie, et l'hystérosalpingographie à 5,5. Quand je vous ai dit, ouais, à partir de 5, c'est vraiment douloureux. Et quand on regarde le résultat de l'hyphosie, l'hystérosalpingographie et les chances de grossesse, voyez, oh pardon, excusez-moi, dans l'année qui suit, là c'est le nombre de mois, vous voyez que qu'on ait fait l'hyphosie ou qu'on ait fait l'hystérosalpingographie, en fait les chances de grossesse sont exactement les mêmes. Donc effectivement, en première intention, aujourd'hui, pour moi, ça ne se discute pas en fait. Il faut vraiment proposer le test qui est le plus complet, le moins douloureux pour les femmes et le plus rapidement réalisé également. Donc aujourd'hui, les recommandations officielles du collège qui sont... Ah tiens, j'ai mis les 3 F officiels. euh, du collège des gynécologues obstétriciens, c'est bien noté que c'est l'hystérosalpingographie ou l'hyphosie sur la même ligne. Donc, c'est pas un examen qui est à garder dans... Voilà, on met au placard, à mon avis, l'hystérosalpingographie et on garde l'hyphosie. Alors après, il y a peut-être une question de formation des médecins, des professionnels, parce que bah, l'hystérosalpingographie, c'est un truc que les gens maîtrisent depuis longtemps, et les radiologues et tout ça. Et l'hyphosie, c'est une nouvelle technique, donc il faut que les gens se forment ou s'informent, enfin les gens, les médecins se forment ou s'informent Hmm. à ça. Oui, alors, donc avec le docteur Jean-Marc Levaillant à l'hôpital intercommunal de Créteil, ça fait plus de 8 ans qu'on forme très très régulièrement des médecins. Donc il y a quand même pas mal de médecins qui sont formés aujourd'hui. Après, bah, effectivement, bah, il faut en faire un certain nombre et probablement que il y a des gynécologues qui sont plus orientés échographie, qui vont prendre plus l'habitude de le faire régulièrement et qui le proposeront plus facilement. Et c'est peut-être un petit peu plus difficile pour d'autres médecins de se lancer. Mais je crois que, en fait, s'il n'y a pas une demande massive des femmes, euh, voilà, c'est une demande massive des femmes, je pense, qui va faire que les gynécologues vont avoir envie de sortir de leur zone de confort, en quelque sorte, en fait. Hein. Voilà, c'est faire des formations, proposer des nouvelles techniques, tout ça, ça demande du temps aussi aux médecins. Donc, on peut comprendre que ça puisse prendre un certain temps pour mettre en place, mais vraiment, il faut favoriser cet examen-là et il faut le demander. Et s'il y a une demande massive, eh bien, il y aura derrière en face une offre, c'est certain. Par contre, il faut bien savoir que dans certains cas, l'hyphosie peut ne pas pouvoir être réalisée parce qu'il peut y avoir des conditions techniques trop complexes qui vont faire que l'examen ne va pas être valable. Et donc, dans certains cas, effectivement, même si vous demandez l'hyphosie, votre gynécologue pourra vous dire que c'est pas un examen qui est adapté. Hein, d'accord? Je ne dis pas qu'il faut le faire à tout prix. Hmm. Justement, Alors, je ne sais pas si vous avez... il y avait une question Hmm. sur ça. Comment faire Hmm. l'hyphosie si on a une cloison utérine? Est-ce que c'est Alors, possible parfait, alors? aucun problème. Aucun problème. On peut faire l'hyphosie. Par contre, ce qu'on recommande, nous, c'est si le diagnostic de la cloison il a été porté et qu'il y a une indication chirurgicale, dans ces cas-là, c'est mieux d'abord de faire l'intervention sur la cloison. Et une fois que la cloison est opérée, à ce moment-là, de faire le test tubaire. Pourquoi? Bah, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des faux négatifs, c'est-à-dire effectivement que l'examen ne soit pas contributif. De toute façon, voilà. Alors après, parfois, il y a des cloisons qui sont petites et pour lesquelles on ne va pas proposer d'intervention chirurgicale. Il n'y a pas du tout de contre-indication à l'hyphosie. C'est plutôt dans l'idée de faire le test vraiment au moment le plus opportun pour la femme. Donc, à mon sens, s'il y a une cloison qui est importante, il vaut mieux d'abord opérer cette cloison et faire le test IFOSI ensuite. Et l'avantage de faire le test IFOSI ensuite, c'est que ça permettra aussi de faire un check sur la cavité utérine en même temps, parce que l'IFOSI,
dois avoir une petite photo à vous montrer après, ou je sais pas, oui, si j'ai une petite photo à vous montrer. C'est aussi, ça permet de voir la cavité utérine dans son ensemble bien mieux que à l'hystérosalpingographie. Je vous montrerai après. Et alors, il y a une autre question, parce que je ne sais pas de quoi tu vas parler ensuite, mais est-ce que vous réalisez un prélèvement vaginal systématique avant de réaliser l'hyphosie? Non, 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 on ne fait pas de prélèvement vaginal systématique et on ne donne pas d'antibiotiques systématiques. Ça, c'est aussi, je n'ai pas abordé, mais un des problèmes avec l'hystérosalpingographie, parce que comme le risque d'infection 1%, il est quand même relativement, je ne veux pas dire élevé, mais enfin, en tout cas, il existe. Il y a des antibiotiques qui sont donnés en systématique avant, après. Moi, je suis contre parce que ben, il y a tout ce qu'on dit autour du microbiote, etc. Prendre des antibiotiques, c'est pas anodin, surtout quand il y a un projet de conception, et donc ils peuvent agir sur à la fois la flore vaginale et aussi le microbiote utérin. Donc c'est un des arguments supplémentaires pour éviter l'hystérosalpingographie et les antibiotiques. Avec l'hyphosie, en fait, on ne fait pas de prélèvement vaginal systématique. Ça veut dire que quand on va examiner c'est le gynécologue qui va examiner la femme au moment de faire le test. Ben, si on voit qu'il y a des pertes, si on voit qu'il y a des mauvaises odeurs, si on voit qu'il y a une inflammation, alors effectivement, à ce moment-là, on ne fera pas le test, on prescrira un prélèvement vaginal, et puis on fera un traitement si c'est nécessaire, et on reconvoquera la femme. Voilà. Mais on ne le fait pas en systématique, le prélèvement vaginal. Et on ne donne pas d'antibiotiques en systématique. Alors, donc, ce que tu as évoqué, Virginie, à plusieurs reprises, c'est finalement l'idée que le test tubaire, il soit pas sorti comme un examen uniquement dédié à ça, mais comme un examen qui fait partie d'un tout. Et c'est vrai que on peut, en un seul temps échographique, finalement faire un bilan complet de l'infertilité, c'est-à-dire on va tester absolument toutes les voies génitales féminines, mais également la partie ovulation. Et donc ça, faire l'hyphosie permet de faire en un temps échographique un bilan complet de l'infertilité, qui est vraiment, à mon sens, le bilan de première intention pour les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant cette échographie endovaginale en 3D? Ben, on va faire un check complet, c'est-à-dire on va regarder les ovaires, on va regarder l'utérus. Donc, vous voyez ici, c'est l'utérus, mais on a fait une reconstruction en 3D pour avoir, vous voyez, c'est comme l'image de l'hystérosalpingographie, on voit parfaitement la cavité utérine, mais aussi l'avantage, c'est qu'on voit autour le muscle utérin. Et donc, par exemple, les fibromes, on ne les voit pas à l'hystérosalpingographie. Alors que là, s'il y a un fibrome, eh bien, on va le voir et on va voir s'il gêne la cavité utérine. Et puis, hop, là, c'est une petite photo d'hyphosie. Donc, cette échographie spécialisée qui doit être faite en 3D, elle va permettre une analyse des ovaires. Et donc, sur cette analyse des ovaires, ben, on va regarder la réserve, donc c'est-à-dire le nombre de follicules. Donc les follicules, c'est ces petites taches. Donc vous voyez, on peut les colorer en couleurs, en multiples couleurs, ou avec une couleur unique, et puis on fait ressortir les plus gros. On va vérifier si les ovaires sont bien accessibles, s'ils sont proches de la trompe, et on va également vérifier la maturation des follicules. La maturation des follicules, c'est-à-dire, comme vous voyez ici, il y a un follicule qui est plus gros que les autres. Bah, ça va permettre de nous dire si effectivement l'ovulation elle a lieu a priori. On associe ça au fait de savoir si la femme a des cycles réguliers. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est l'utérus, mais on va le regarder vraiment dans sa globalité. On va regarder, comme vous voyez ici, la cavité qui apparaît en blanc. Donc on peut le voir comme ça, là sans injection, ou on peut voir en infusant de l'eau, ou on peut la voir en très blanc en infusant le gel de l'hyphosie. Et non seulement on voit la cavité, et on peut voir à ce moment-là s'il y a des problèmes à l'intérieur de la cavité, mais on va voir ici, vous voyez, tout le muscle de l'utérus. Et donc, s'il y a quelques problèmes que ce soit, de l'adénomiose, des fibros ou une malformation, on va parfaitement voir ça à l'échographie. Donc, ça analyse vraiment les malformations, les fibromes, et puis on analyse également, vous voyez ici cette zone blanche, là, comme ça, c'est ce qu'on appelle l'endomètre, c'est la muqueuse utérine, et en fonction du cycle, bah, elle va s'épaissir, c'est là où s'accroche l'embryon. Donc ça, c'est également un élément très important qu'on voit à l'échographie, qu'on ne peut pas voir à l'hystérosalpingographie. Et la Est-ce dernière que... chose, bah, c'est le test que je vous ai montré. Oui, pardon. Non, non, excuse-moi. Est-ce que vous voyez aussi des polypes? Des polypes d'une Tout à certaine fait. taille?
Oui, tout à fait. On peut voir les polypes dès 2-3 millimètres. On peut voir les polypes. En règle générale, on va considérer qu'un polype doit être opéré à partir de 1 cm, 1 cm et demi. Mais on peut les voir beaucoup plus petits. Et donc, du coup, bah, dans ces cas-là, le test, c'est vrai que c'est d'infuser un petit peu d'eau comme ça. Puis on va voir, hop, un petit morceau blanc, comme un petit morceau de chair blanc qui va être là. Au lieu d'avoir un bord bien droit, on va avoir, hop, j'ai pas mis d'image de polype là, du polype, Oh, excuse-moi. mais voilà, on va voir très très bien. Voilà. Alors, il y a une autre question sur est-ce que vous voyez les varices pelviennes aussi? On voit également les varices pelviennes, on les voit très bien. C'est pareil, j'ai pas d'image là, mais en fait, à côté de l'utérus, en fait, on va voir des vaisseaux qui vont être dilatés et on peut très bien les mesurer. Et c'est vrai qu'on voit pas ça en radiographie. On va pouvoir mesurer, on va pouvoir savoir si c'est à droite, c'est à gauche, s'il y en a partout. On va très très bien voir les varices pelviennes. Et puis la dernière chose, c'est qu'on va pouvoir également dépister des signes d'endométriose qui vont pouvoir se positionner soit sur les ovaires, soit dans l'utérus, soit autour du système digestif, soit sur la vessie, des nodules, sur les ligaments utérosacrés. On va très bien voir ça à l'échographie. Donc vraiment, on est sur un test complet de la fertilité. Et donc ça, l'avantage, c'est que ça se fait en 1 minute, enfin, pardon, en une visite, et En en 30 une minute, minutes. et en 30 minutes. Mhm. Donc, si on rajoute la consultation avec le gynécologue qui vous explique, etc., tout ça, voilà, pour les centres qui organisent un bilan de fertilité, comme je vais vous montrer, bah, en 1 heure, vous avez l'examen qui est fait, et puis derrière, les explications sur le résultat de l'examen, et puis un programme thérapeutique qui est Mhm. nécessaire. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure, quoi. Alors, comme tu l'as évoqué, voilà, il y a la problématique de pouvoir faire cet examen. Donc, il y a de plus en plus de centres d'ANP en France qui proposent l'IFOSI. Si votre centre ne le proposait pas, demandez-le, parce que en fait, je crois que c'est en demandant que les médecins vont, pour ceux qui sont un peu plus frileux ou qui veulent moins sortir de leur zone de confort, euh, ou une question de temps aussi, hein, les gynécologues sont relativement débordés en tout cas, plus le patient le demande, plus c'est une offre qui va se développer. Et donc, en règle générale, les centres d'AMP peuvent donner des références de gynécologues qui sont soit attachés, soit qui travaillent dans les centres pour faire ce test complet en ville, c'est-à-dire l'échographie complète. Dans ces cas-là, c'est pas juste l'hyphosie peut être faite sur un examen, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir ce test tout en un. Et donc, nous, on forme beaucoup. On a formé, voilà, cette année, on a formé 150 médecins au DU pour pouvoir faire cette pratique. C'est la 4e année du DNU, donc vous voyez, on a quand même formé pas mal de gens, on a l'école, etc. Donc, il y a de plus en plus de gynécologues qui sont formés. Et voilà, on est en train d'élaborer un annuaire des gens qui sont formés parce qu'on a bien conscience que effectivement il y a certaines femmes qui ont la problématique de trouver le bon gynécologue qui fera ça. Et puis sinon, ben, il y a les centres du réseau fertilité check-up. Donc qu'est-ce que c'est le fertilité check-up? C'est un bilan de fertilité donc là, on a évoqué le bilan d'infertilité, c'est-à-dire ben, ça fait 1 an que vous essayez de faire un bébé, vous n'avez pas réussi, ou ça fait depuis 6 mois si vous avez plus de 35 ans, et là, votre gynécologue, il va vous avoir prescrit un test pour savoir pourquoi. Mais de plus en plus, il y a vraiment une demande des femmes de pouvoir faire un bilan avant qu'il y ait une infertilité qui soit constatée. Et c'est ça qu'on a mis en place pour le Fertilité Check-up. Alors, juste un clin d'œil à notre président qui veut faire des tests à tout le monde à 20 ans. On n'est pas du tout là-dedans et on ne fait pas du tout la promotion de ça. Pour moi, c'était plutôt une horreur de l'entendre dire ça. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour proposer ces bilans de fertilité. C'est juste 20 ans, c'est juste pas possible. Voilà. Alors,
juste pour dire que souvent, les bilans de fertilité, ça va être associé uniquement à un test AMH. Mais attention, le dosage AMH, c'est pas du tout un bilan de fertilité, hein. Un dosage AMH, c'est uniquement un test de réserve ovarienne. Et la seule chose que ça va dire, ça va dire combien le gynécologue peut espérer avoir d'ovocytes en faisant une stimulation ovarienne. Donc, soit quand il y a une PMA qui est prévue, soit quand il y a une autoconservation des ovocytes qui est prévue. Mais en aucun cas, ça va donner les chances de conception d'une femme au moment où elle fait le test, ni plus tard. Et ça ne prédit pas non plus l'âge de la ménopause. Et donc, on crée vraiment des traumas quand on fait des dosages d'AMH qu'on va trouver bas. Ça va angoisser des femmes, alors que c'est juste des femmes. En fait, la variation est très importante au niveau de la réserve. Il y a des femmes qui ont des réserves qui sont très élevées, il y a des femmes qui ont des réserves qui sont basses. Et les femmes qui ont des réserves qui sont basses, ben, en fait, elles vont perdre moins leurs ovocytes, donc elles vont rester sur une zone basse pendant assez longtemps. Elles vont pas forcément être ménopausées avant les autres. Mais voilà, donc il y a quand même un conseil qui doit être donné quand la MH elle est basse et qu'on n'a pas un projet de fertilité tout de suite, mais en aucun cas la MH n'est un test de fertilité. Et donc, ce qu'on a souhaité faire avec le FertiScan, c'est proposer un bilan de fertilité standardisé, c'est-à-dire utiliser le test tout en un qu'on fait pour les patientes qui sont infertiles, pouvoir le proposer aux femmes avant qu'il y ait une infertilité ou quand bon, il y a une problématique particulière, on va pouvoir voir ensemble. Et donc, c'est un examen standardisé, ça veut dire qu'il y a l'échographie, mais pas seulement. Donc, il y a l'échographie, il y a un questionnaire complet orienté sur la fertilité. Cette échographie va permettre de rechercher un obstacle à une fertilité naturelle et il va y avoir des conseils qui vont être donnés suite à cette échographie autour de la fertilité qui vont être adaptés à l'âge de la femme et à la situation personnelle. Situation personnelle, ça veut dire les résultats de l'échographie. Et puis, est-ce qu'on a un compagnon? Est-ce qu'on n'a pas de compagnon? Est-ce qu'on envisage de faire son bébé dans 2 ans? Est-ce qu'on envisage dans 10 ans? Et donc, tout ça, ça va être discuté avec un professionnel de la reproduction. Donc, ce bilan-là, nous, on le propose pour toute femme qui est en âge de faire un bébé, sinon ça n'a pas de sens, et qui souhaite avoir un bébé un jour, hein. Si les femmes qui ne souhaitent pas avoir un bébé un jour, ben, il n'y a aucun intérêt de faire ce test. Et le projet bébé, il peut être à court terme ou à plus long terme. Et donc, c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de femmes qui se disent bah, moi, je ne veux pas faire d'essai parce qu'elles auront eu des inquiétudes, parce qu'il y aura eu des antécédents. Et le gynéco aura dit bah non, attendez d'abord un an avant. Et donc, qui souhaitent tester en fait avant. Et puis, c'est aussi un test qui est possible même sans qu'on ait essayé de faire un bébé. Donc, on n'a pas forcément obligé d'avoir un conjoint. Et donc, en gros, les femmes qui font ce test, c'est pour optimiser le temps d'essai bébé. Voilà, c'est ce que je disais, sans attendre des effets infructueux, avoir des informations vraiment fiables sur voilà, des conseils pro-fertility. Ça court beaucoup sur Internet, il y a quand même des conneries, hein, pardon. Planifier son projet parental dans sa carrière, son projet de vie personnelle. Est-ce qu'on peut attendre Est-ce qu'on peut attendre voilà, en diminuant les risques? Est-ce qu'on peut faire maintenant pour protéger sa fertilité future? Savoir si l'attente elle est possible, si elle est raisonnable, si on n'a pas de compagnon tout de suite ou si on a un compagnon qui n'est pas prêt, quelles options on peut avoir, comme par exemple celle, est-ce qu'il faut envisager une autoconservation de ses ovocytes? Ce que vous avez aujourd'hui, c'est autorisé dans la loi, c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais pour autant, il y a la problématique de l'accès. Pourquoi? Il manque un conseil, c'est-à-dire je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont demander une autoconservation pour qui ça ne sera pas forcément autorisé, qui justifier, qui vont être stressées par rapport à ça et qui vont finalement embouteiller pour les femmes pour qui ça peut être plus ou moins justifié. Donc finalement, on a mis une autorisation et un remboursement sur un acte sans prendre le soin qu'il puisse y avoir un conseil pour que ça soit fait, en fait. Voilà. Et donc ça, Oui, c'est oui, vraiment problématique pour nous, à mon sens. c'est aussi un gros problème et on l'avait déjà vu avant que l'autorisation soit ouverte en France. Et à une époque, les médias ont beaucoup parlé de l'autoconservation dans les pays européens. Et on avait, nous, des retours de femmes qui partaient complètement affolées, autoconservées à l'étranger et qui conservaient un ovocyte. Donc, le truc Mm, complètement mm. inutile et complètement... Mais parce qu'il y a cette étape avant de faire cette démarche-là, il y a vraiment le besoin de renforcer
la question de l'information des patientes. Et là, ce qui est proposé dans les bilans de fertilité, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et je te dis, comme je te disais juste avant, la semaine dernière encore, j'ai parlé avec deux jeunes femmes qui se posaient plein de questions et est-ce que la solution pour répondre aux questions, c'est essayer de faire un bébé tout de suite avec n'importe qui? Est-ce qu'il y a d'autres options? Bah oui, il y a d'autres options, c'est d'aller pour soi-même aller faire un bilan de fertilité. Et ça, c'est important que l'information elle soit diffusée à ce niveau-là. Oui, et vraiment de prendre le temps en fonction des questions et des problématiques de chacune, et aussi de la réserve, bah, de donner une information qui est adaptée. C'est vrai que quand on veut faire passer des messages d'information, de prévention, ben, on voit que d'abord, on touche que les personnes qui sont sensibles, hein, les personnes qui ne sont pas sensibles ne sont pas du tout touchées, et on va angoisser une grande partie de la population, ben, pas à juste titre. Voilà. Et donc, ce bilan, il est vraiment orienté pour avoir une information très personnalisée. Et c'est dans l'idée, voilà, de faire un dépistage des problématiques qui pourraient entraîner un problème pour la fécondité naturelle, en fait, hein, parce que notre objectif, c'est pas du tout de faire la PMA, hein, au contraire, Oui, hein, c'est moins on ça. fait de PMA, moi plus je suis contente pour mes patients. Donc, si on dépiste avant, si on conseille, si voilà, on dit qu'il y a une chirurgie à faire, pas de chirurgie à faire, etc. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller moins en PMA et de faire de la prévention pour voilà, avoir une meilleure fertilité future. Donc du coup, par rapport, voilà, donc on a créé, alors on a développé ça depuis 5 ans à Créteil. On a vu beaucoup de femmes. Je sais pas, on a vu plus d'un millier de femmes. Vraiment, le taux de satisfaction il est super, hein. 97% des femmes qui font le test recommandent. Et donc, du coup, comme on avait pas mal de femmes qui venaient de toute la France, on s'est organisé avec un certain nombre de collègues pour proposer cet examen standardisé dans plusieurs centres. Donc, tous les centres que vous voyez cités ici, ce sont des centres où il y a des spécialistes qui savent très bien faire l'hypnosie, qui ont été formés et qui ont été également formés, vous voyez, aux conseils par rapport à voilà, pro-fertilité, etc. Donc, on sort un peu, c'est des spécialistes de la reproduction, c'est des spécialistes de la fertilité, mais on n'est pas dans un cadre PMA à ce moment-là. On est vraiment dans un cadre conseil en amont. Et vous voyez, on a même des collègues en Belgique, à Liège, qui participent. Donc vous avez ben, l'intercommunal à Créteil, vous avez à Lyon le centre AMP Natessia, vous avez à Marseille l'IMR, vous avez à Montpellier Gynédox et à Saint-Roch, la clinique Saint-Roch. Vous avez à Nantes la clinique PMA Atlantique. Et en Île-de-France, vous avez également donc, le CHI Poissy-Saint-Germain et le centre de santé qui est attaché au groupe hospitalier Diaconès. J'ai mis l'hôpital américain de Paris, on est en train de monter également. Et puis, il y a le centre Montlégeois en Belgique. Voilà. Et puis, on a eu la demande également de, voilà, pourquoi il y a certaines femmes qui sont venues avec des hommes, avec leurs compagnons, et puis il y a des hommes qui nous ont dit que c'était pas très juste qu'il y ait un bilan Ah oui, pour les femmes et pas pour les hommes. Et donc, on est en train, en parallèle, de monter le réseau, une proposition pour les hommes avec un test de sperme rapide et puis tous les conseils pro fertilité, etc. Tout ça, l'examen clinique. Voilà. Donc notre site internet est presque prêt pour le lancement. Voilà. Donc ben, je transmettrai à Virginie qui pourra diffuser sur les réseaux quand on sera complètement prêt. Voilà. Donc moi je vais répondre à vos questions. Je voulais juste remercier mon, mon compère avec qui vraiment voilà on a mis beaucoup de valeur pour former beaucoup de personnes en France et à l'étranger pour l'IFOSI. C'est le docteur Jean-Marc Levaillant. Et puis, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez un contact. Voilà, voilà. Donc, bah, merci, écoutez, hein. Merci, je merci suis pour prête à répondre à vos questions. toutes ces informations. Alors justement, il y a une question. Quand on est suivi dans un CHU, dans un service d'AMP, et que les médecins vous prescrivent l'hystérosalpingographie, comment est-ce qu'on peut aborder le sujet de l'hyphosie et demander la prescription correspondante? Tu sais bien que enfin, nous, on a beaucoup de retours de patientes qui sont un peu dans une espèce d'angoisse de ne pas pouvoir évoquer avec le médecin telle ou telle chose. Donc, est-ce que Hmm. tu as des conseils? Ouais.
Oui, bah alors je reconnais que c'est pas forcément évident parce que il y a certains confrères qui sont très arc-boutés sur leur position et effectivement il y a encore aujourd'hui malheureusement la position de certains confrères assez dogmatiques. Et à partir du moment où ils proposent pas cet acte, ben, ne le considèrent pas. Donc, bah, je crois qu'il faut pas. Voilà, aujourd'hui, on fait plus la médecine comme avant. Donc, je crois qu'il faut, même si ça vous paraît pas évident, bah, il faut le dire. Il faut dire, ben, voilà, moi j'ai vu qu'il y avait le test IFOSI. J'ai vu que ce test, il a la même valeur. Dans les recommandations du Collège des gynécologues obstétriciens, on peut faire soit l'IFOSI, soit l'hystérosalpingographie. Donc, ben, moi, je ne souhaite pas faire une hystérosalpingographie. Je préfère faire un IFOSI. Est-ce que vous êtes prête à me faire, est-ce que vous êtes prêt à me donner la prescription et à me recommander un collègue? Et puis, voilà, je crois qu'il faut pas. Il y a cette problématique, les rendez-vous peuvent être longs à obtenir, etc. Tout ça. Euh, je crois que si vous partez malgré tout avec une ordonnance d'hystérosalpingographie, rien ne vous empêche de prendre contact dans votre région avec un médecin qui ferait et d'avoir une ordonnance par votre gynécologue de base pour faire l'échographie avec l'EFOSI et avoir la prescription de l'Exemform. Si vous avez quelqu'un qui fait cet examen, si vous, voilà, quelqu'un identifié dans votre région qui fait cet examen, contactez-le et demandez-lui. Effectivement, il peut vous donner l'ordonnance pour l'Exemform et vous orienter vers une sage-femme ou un gynéco de ville qui vous fera l'ordonnance quoi, à ce moment-là. Et donc après, la problématique, c'est quand vous revenez au centre, euh, voilà, c'est d'être en capacité effectivement de discuter pour dire que vous ne souhaitez pas faire l'hystérosalpingographie alors après, votre médecin, il peut vous expliquer que dans votre situation, euh, l'hyphosie n'est pas recommandée parce que si, parce que ça, parce que vous avez plein de fibromes, parce que vous avez été multi-opéré, parce que vous avez l'endométriose sévère. Pour moi, c'est pas un blocage, hein, mais voilà. Dans ces cas-là, il y a une justification, donc il y a une discussion. Voilà, Donc, une ok, discussion, mais voilà, un sinon, dialogue. voilà. Voilà, un dialogue. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de dialogue et c'est un médecin qui est campé sur ses positions, voilà. Et puis, bon, bah, je crois qu'il ne faut pas hésiter à changer de centre hein, quand, voilà. Si vous ne vous sentez pas écouté, si vous ne vous sentez pas écouté au départ, au début de la prise en charge, vraiment, si vous sentez que votre demande n'est pas reçue, pensez bien que si vous partez dans un parcours, euh, voilà, ça dénote aussi de l'attention que vous pourrez recevoir par la suite, en fait. Mm. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Virginie, mais Oui, oui, je ne vais oui. pas me faire Si, si. des copains parmi mes collègues, mais en fait, voilà, je crois que c'est important aujourd'hui, dans le cadre de l'AMP, c'est un OCAP. Moi, je souhaite c'est que les gens restent le moins possible, mais parfois, eh bien, il y a un parcours qui est assez long, donc il faut bien se projeter dans quelque chose où vous sentez de la bienveillance, où vous sentez bien, vous sentez, vous avez envie d'aller voir votre médecin. Vous lui faites confiance, parce que sinon, ben, changez de boutique, quoi, parce que c'est important. Et justement, donc là, quand tu disais là, qu'il y a le site internet va être mis en place, donc là, tu as cité quelques centres, mais si on revient au début de la présentation sur le bilan de fertilité, il y a des médecins, enfin, il y a beaucoup de médecins, parce que là, vous en avez formé beaucoup, qui ont fait la formation, et ces gens-là, comment est-ce qu'on les identifie? Est-ce qu'il faut, quand on les appelle, on leur demande bonjour, est-ce que vous faites l'IFOSI, ou est-ce qu'il y a une liste où, Alors voilà, donc c'est compliqué pas que en France, mais avec ce qu'on appelle les RGPD, hein, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau des informations, des annuaires, etc., des contacts. C'est compliqué en fait de créer un annuaire aujourd'hui. Et donc ça n'existe pas. Donc D'accord. effectivement, il faut interroger, voilà. Mais on est en train effectivement de le monter. Donc là, moi, ce que j'ai montré par rapport au réseau, c'est pas du tout limitatif. Hein. C'est juste là, voilà, les spots où il y a des personnes qui ont organisé le bilan standardisé. Mais bien sûr, il y a plein d'autres endroits et plein d'autres personnes en France qui proposent le test. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un truc qui marche très bien quand même, c'est Doctolib. Donc, vous allez sur Doctolib, vous tapez IFOSI et vous pourrez voir les praticiens qui proposent à ce moment-là. Hein. D'accord. Donc, dans ce cas-là, voilà, c'est dans les mots-clés, quoi. Mm.
Parce que ceux qui ont fait la formation, ils l'indiquent. Voilà, en fait, il y a des gens qui ont fait la formation et qui n'ont pas forcément proposé le test tout de suite. Voilà, bon, c'est des droits de chacun. Mais en tout cas, effectivement, ceux qui font les IFOSI l'indiquent dans leur rendez-vous, tout à fait. Ok. Donc là, il y avait une question. Est-ce que tu as un spécialiste à conseiller à Toulouse? Alors là, voilà, ça rentre un peu dans ce qu'on vient de dire. Il faut explorer sur Doctolib. Et puis, bah, nous aussi, du côté de l'association, on va essayer aussi d'avoir Oui, des... en fait, voilà. Moi, j'attends la réponse de la fac pour pouvoir créer l'annuaire effectivement des personnes qui ont été formées pour notre DU. Et dès qu'on a un OK, en fait, voilà, je ne sais pas si cette liste pourra être rendue publique sur un site Hmm. qu'on pourra créer. Si c'est le cas, on le fera. Sinon, effectivement, ben, enfin, les associations de patients, c'est vraiment super pour justement avoir ce type de contact. Ok, alors avant que je pose la dernière question, si les participants encore présents ont une question, bah, c'est le moment de l'écrire pour que Nathalie puisse y répondre. Et donc là, la question, Nathalie, c'est, alors merci bien pour cette belle présentation. Le gel de l'Ifosie est fait à base de quoi? Alors, non, c'est une colle, c'est de l'hydroxy. Mince. Attends, j'ai le Hydroxycellulose, quelque chose. C'est un. Je retiens jamais le nom, à vrai dire. En fait, c'est un truc qui est complètement inerte, à base comme un sucre, en fait. Et le principe, c'est de mélanger de faire de l'air, en fait. Donc, c'est de la mousse. Et c'est l'air qu'on voit qui est blanche à l'échographie. L'air, c'est blanc. À l'échographie, l'eau, c'est noir. Et l'air, c'est blanc. Et donc, t'as trouvé Virginie Alors, ou j'ai pas sinon trouvé, j'ai je j'ai sais juste que. le prospectus, je sais pas si vous le voyez. Hop. Qui explique tout. Donc, il y a un site internet qui, je pense, bah, sur le site de Good Life Pharma, il y a des explications aussi. Et donc, il doit y avoir cette information que Alors là. voilà, si je l'ai retrouvé, c'est de l'hydroxyéthylcellulose. Voilà, j'étais pas loin, mais il manquait le éthylcellulose. Et donc il y a deux seringues, et donc une seringue avec ce produit-là et une seringue avec de l'eau purifiée. Et en fait, juste avant de l'utiliser, le médecin mixte pour faire une mousse pour que ça apparaisse bien à l'échographie. Voilà. Donc, Ok. hydroxyéthylcellulose, il n'y a pas d'allergie qui a été décrit par rapport à ça. Donc, je le remontre. Hop. Donc, voilà. Zoup. Ifosi. Et bah, le site internet, voilà, Good Life Pharma. Là, vous aurez toutes les informations. Et il y a même des vidéos, des petites vidéos qui expliquent tout ça. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Et puis, voilà, ça fait 1 heure et demie bientôt qu'on est ensemble. Donc, Nathalie, je te remercie encore. C'était très clair et très intéressant, comme d'habitude. Et je remercie les participants. Et la vidéo, elle sera disponible aussi en replay pour les gens qui n'ont pas pu se connecter. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ben, top. Merci beaucoup, en tout cas, Virginie, d'avoir organisé ce webinaire. Moi, je trouve ça formidable qu'on puisse informer directement les patients, qu'on puisse voilà, laisser la possibilité de poser les questions. J'ai bien conscience que les niveaux de connaissance voilà, des patients est un peu différent d'une région à l'autre, tout ça. Donc, je pense que c'est bien. Je trouve ça très, très agréable. Donc, je te remercie pour l'organisation et puis je remercie également le laboratoire Good Life pour le sponsoring. Bon, merci à tous et puis à bientôt pour peut-être d'autres éléments d'information. Bonne soirée à tous. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors attendez, je m'en mêle dans mes... Hop là, attendez, oui, parce que je m'en mêle pas, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui a laissé un petit message. Merci beaucoup, vraiment, ça rassure et permet de consolider un choix quand cela est possible. Merci à vous, bonne soirée.
L'objectif, c'est ça, c'est de renforcer aussi l'information des patients pour que les patients se sentent un petit peu solides. Allez, cette Top. fois-ci, je raccroche. Au revoir. Au revoir.